Bonjour à tous, Aurélien Broussal d'Herval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Vous êtes sur www.broussal-derval.com et vous nous écoutez sûrement sur une des nombreuses chaînes de podcasts ou vous nous regardez sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent, vous avez de la chance parce que vous voyez d'abord que je reçois une nouvelle fois Olivier Bollier. Merci Olive de venir Merci nous à voir. toi pour l'invitation. Et vous pouvez aussi apprécier à quel point je l'ai battu au paintball juste avant qu'on démarre. C'est probablement lié au fait qu'il joue en chaussures minimalistes et que je m'y refuse catégoriquement, mais les goûts et les couleurs sont tous dans la nature, on n'y peut rien. En tout cas, Olive est un grand préparateur physique pro et c'est pour ça qu'on l'invite, on est hyper content de l'avoir à chaque fois. Et fervent défenseur du CrossFit. Récemment. Fervent et récent. Oui. Moi, fervent et moins récent. C'est ça. Mais en tout cas, on est entre convertis. On ne va pas se disputer aujourd'hui pour dire que le CrossFit, c'est sans doute le meilleur levier que nos futurs préparateurs physiques et nos actuels étudiants pourraient abaisser pour apprendre vite les rudiments du métier. Qu'est-ce que tu en penses ? Une chose est sûre, quand tu pratiques le CrossFit en tant que sport, plutôt orienté sport de compétition, qu'est-ce que tu obtiens avec cette pratique-là ? Donc là, on se place bien du côté de tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu fais tes études pour devenir préparateur physique. Et là, on se dit, mais pourquoi le CrossFit c'est si bien que ça pour devenir un professionnel de la préparation physique? C'est ça le débat. Quand tu fais du CrossFit, normalement, tu apprends déjà la majorité des mouvements de musculation traditionnels. Fondamentaux, en tout cas, polyarticulaires. Qui vont être probablement les plus durs à acquérir par la suite. Donc, évidemment, les deux mouvements rois de l'haltérophilie olympique. C'est ça. Forcément, en veux-tu, en voilà. Mais aussi les mouvements de force athlétique. On utilise... La majorité des mouvements polyarticulaires, tu apprends à les faire toi-même. Donc c'est déjà un pas énorme parce qu'avant de coacher les autres, c'est quand même pas inutile de savoir soi-même squatter. Surtout aujourd'hui, on est une discipline hyper jeune qui a, comme beaucoup de disciplines jeunes, à un moment donné, récolté son lot d'opportunistes qui se sont formés très rapidement parce que voilà, il y avait des besoins, il y avait peu d'opposition et du coup, à un moment donné, on est arrivé sur une situation ubuesque où on pouvait enseigner une discipline qu'on n'aurait pas pratiquée soi-même. J'ai coutume de dire que quand on passait le BE de foot, alors maintenant c'est plus le BE, mais enfin tout le monde me comprend, quand on passait son diplôme de coach de foot, c'était quand même pas possible de ne pas jouer au foot, tu vois, de ne pas être pratiquant soi-même chevronné. Ça paraît logique. Et par contre, bizarrement, j'arrivais à avoir des étudiants en STAPS, en dernière année d'études, qui, par les mystères des biais, on va dire, administratifs, arrivaient en Master 2 en n'ayant jamais fait de muscu. Ils n'ont jamais touché une barre de leur vie. Pas tant que ça, mais enfin quand même. Et là, il y en a de moins en moins, mais mais ça, tu pouvais y arriver. Quoi. Et donc, c'était quand même quelque chose de complètement délirant. Quoi. Et donc, si tu pratiques du CrossFit, tu es sûr que tu es rodé. Tu es rodé à la chose. Assez pratique. Ce qui est marrant, c'est que le débat reste actif. J'allais dire, ça passe, mais pas tant que ça. Il y a même un hashtag à un moment donné qui a été repris sur une de mes phrases un peu percutantes où j'ai un jour dit « un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur ». Je le redis, tiens. Je le redis. Allez. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens pour contester ça. Beaucoup de gens qui te disent « non, on peut encadrer un truc qu'on n'a jamais fait soi-même ». Tiens donc. Aussi technique. Mais bon, je ne vais pas argumenter puisque ça me semble... Je pense que l'exemple du foot, c'est le meilleur, quoi. Il n'y a pas un entraîneur de foot au monde qui n'est pas footballeur. On ne dit pas d'être champion du monde, quoi. Non, mais... C'est pas ça le sujet. C'est d'être, j'allais dire, légitime. Légitime, ouais. Légitime, et puis même... Droit dans ses bottes, serein sur ce que tu vas transmettre. Le nombre d'erreurs que tu ne fais pas parce qu'en pratiquant, tu t'es rendu compte que c'était aberrant. Le temps que tu gagnes, si tu veux, entre le fait de pratiquer et ensuite pour pouvoir redonner... La sérénité que tu vas avoir dans ton coaching, c'est-à-dire que tu ne parles pas d'un truc que tu as appris dans un livre, tu parles d'une astuce que tu as appliquée sur toi pour corriger ton mouvement et tu sais l'effet que cela produit. C'est ça aussi le coaching. C'est pour ça aussi que le coaching est en recul. C'est parce qu'à un moment donné, on a eu des gens qui ont soutenu qu'on pouvait théoriser totalement un métier d'artisanat. C'est ça, on est des artisans de l'entraînement, plus que des théoriciens, on est des gens de terrain. C'est comme un chef cuisinier qui n'aurait jamais tenu
la queue d'une poêle, quoi. Mmh. Enfin, je pense qu'on a donné assez d'exemples. Hein. Ouais, on va même aller un tout petit peu plus loin dans les exemples quand même, parce que d'abord on se marre bien, et ensuite parce qu'il y a cette question de représentativité aussi, qui est importante. Pour emmener les gens avec soi dans un truc aussi important que la forme, la minceur, la performance. Alors si on part dans le haut niveau et dans la haute performance, j'en parle même pas. Il faut, je pense, un minimum de crédit. Moi, un jour, j'ai eu un coiffeur qui était hyper mal peigné, j'ai refusé qu'il me coiffe. Il faut être cohérent à un moment donné. Si c'est un petit gros sédentaire qui prend en main la prépa physique, il va falloir plus de temps pour qu'il arrive à convaincre. C'est pas politiquement correct, mais... M'en fous. C'est mon podcast, je dis ce que je veux. Donc sachez que si vous croisez Aurélien Broussal et que vous êtes un sédentaire et que vous voulez devenir un professionnel de la préparation physique... Il faut vous y mettre. Il faut vous y mettre. Mais bon, revenons à notre CrossFit. Et là, au moins, on n'a pas beaucoup de sédentaires en CrossFit. Ça me plaît. Ça. Il ne reste pas longtemps. Ça me plaît. Et puis du coup, quand tu pratiques le CrossFit, tu apprends aussi quoi d'autre? Tu apprends aussi, dans les box suffisamment équipés, tu apprends aussi les mouvements des hommes forts. Au moins la marche du fermier et le yoke, tu apprends aussi ça. Et ça, dans quel autre sport tu arrives à apprendre? Toute la musculation, l'haltéro, du strongman. Qu'est-ce que tu apprends aussi? Tu apprends aussi voilà, à te balader sur les mains. Alors bien sûr, les spécialistes de gym ou d'haltéro te diront que c'est pas fait comme ci, c'est pas fait comme ça. C'est pas parfait, mais il faut pas être parfait pour faire. Il faut déjà faire pour faire et on perfectionne après. Et là, on essaye juste de vous dire que tout est condensé dans le même monde. C'est ça c'est une espèce d'éponge, quoi. Et puis n'oublions pas enfin les bases athlétiques, qui sont quand même un des piliers fondamentaux de notre métier. Alors évidemment la course, même si ils n'en sont pas encore trop en CrossFit à se prendre trop la tête sur la technique de course. Là, ils ont commencé plus tôt, mais ils vont y venir, hein, j'en suis certain. Hein, parce que c'est un public vraiment très curieux et très... c'est un sport mutant, le CrossFit. C'est un sport qui évolue avec le temps. Et on le voit comme ils l'ont fait sur l'haltéro, ils s'en emparent. Et on peut de moins en moins les critiquer. Au départ, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui faisaient peur. Mais on peut de moins en moins les critiquer. Évidemment, les grands spécialistes, moi je ne suis pas un grand champion d'haltérophilie, je n'ai pas cette autorité-là. Mais néanmoins, les spécialistes peuvent encore critiquer fortement certains mouvements techniques et semi-techniques, mais de moins en moins. De moins en moins. C'est de plus en plus propre, de plus en plus rigoureux, de mieux en mieux enseigné, de mieux en mieux échauffé. Et une fois qu'ils auront fait le tour de la question, ils vont s'en prendre aux autres parties de leur discipline. Et la technique de course, bien évidemment, qu'ils vont venir à travailler le cycle de foulée, à travailler les gammes athlétiques. Ils nagent ils se mettent à la natation. Donc, on peut se dire que, effectivement, pour un jeune en formation qui cherche à devenir préparateur physique cohérent, droit dans ses bottes, en CrossFit, il va trouver une sacrée école de pratique. Ils ont aussi grignoté un petit peu l'aviron avec l'ergomètre. Ouais, c'est vrai. Ils ont grignoté un peu la boxe avec la corde à sauter. Voilà. Moi, à l'origine, je trouvais le CrossFit, mais il faut voir comment c'était à l'origine aussi. Je ne comprenais pas bien. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes brillantes. Un de mes anciens étudiants, Nicolas Delay, que je salue s'il regarde, qui a fondé la première boxe à Lyon et une, je crois, des toutes premières en France, CrossFit Lyon. C'était un de mes étudiants et il était brillantissime. Et c'est lui le premier qui m'a dit « Mais tu sais, le CrossFit… Alors au début, je bloquais beaucoup sur le côté communautaire. C'est communautaire. Je lui dis « Bon, bah, d'accord, mais enfin, pas parce que vous n'avez pas d'amis que… » Tu vois, je plaisante. Hein. Mais ok. Mais il m'a dit « Non, c'est autre chose. Ça va plus loin que ça. » Voilà. Donc après, Philippe Marbeau, El Sabre, quand il a commencé à dire plein de choses intelligentes, force est de constater, quand on dit quelque chose d'intelligent à répétition, j'ouvre mes oreilles. Et puis plus récemment, quand j'ai commencé à travailler pour la Fédé de ski, j'ai intégré le CrossFit, mais je suis allé voir les professionnels. Je suis allé voir Henrik à Iroc CrossFit à Albertville pour que mes athlètes puissent profiter du CrossFit, mais sans que ça soit sauvage comme pratique. C'est-à-dire que j'arrivais, je donnais à Henrik mon thème de séance, je veux travailler ça, je voudrais qu'il y ait tel outil. Parce que dans mon cycle, c'est prévu, c'est réfléchi, et hop. Donc ces trois personnes-là m'ont convaincu qu'avec une approche raisonnée, on n'avait que les avantages et pas les inconvénients. Et puis il y a quelque chose aussi qui est unique dans la pratique du CrossFit, c'est leur capacité à utiliser l'intervalle training sous toutes ses formes. Alors l'intervalle training, c'est pas nouveau, comme la plupart des choses. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la partie technique, là.
ok, école technique, mais c'est aussi une école de l'effort. Ça, c'est très clair. Alors, oui, c'est une école de l'effort. L'intervalle training, c'est central pour eux. Et Henrik m'a dit une fois la chose suivante. Il m'a dit, par contre, parce qu'on va dire peut-être un petit bémol ou deux, parce qu'on va finir par croire qu'on est payé par... Par Reebok directement. Oui, alors malheureusement non, mais d'ailleurs, s'ils veulent... On le dit, s'ils veulent, si Reebok, si vous voulez sponsoriser ce podcast, n'hésitez pas, vous me contactez directement en message privé. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et par contre, Henrik me disait, je trouve que les crossfitters de compétition ont la problématique suivante, c'est compliqué de leur faire faire un footing d'1 heure. En clair, il avait l'air de me dire qu'il y avait une sorte d'addiction à l'effort de haute intensité. Si tu n'as pas fini une séance vautré par terre en tirant la langue, c'est pas une bonne séance. En moins de 40 minutes. C'est ça. Et alors c'est peut-être un des bémols, c'est-à-dire le fait que ça manque peut-être de basse fréquence de travail. Ouais. Mais on ne nous fera pas dire ce qu'on ne dit pas non plus. Le CrossFit est une discipline à part entière, comme le judo, comme la natation, comme le tennis. Et ce qu'on dit là, c'est que cette discipline-là est une bonne base de travail, de spécialité pour quelqu'un qui voudrait devenir préparateur physique. On n'est pas en train de dire que le CrossFit est de la préparation physique. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Pourquoi ? Parce que la prépa physique, c'est un métier qui vise le transfert spécifique des qualités physiques ciblées vers une discipline donnée. Et donc à partir de là, effectivement, il va falloir qu'on soit beaucoup plus large, beaucoup moins fun parfois, beaucoup plus rigoureux sur le plan d'entraînement qu'on peut l'être sur le CrossFit, ou la variété prime, ou le ludique prime, parce que c'est une pratique avant tout loisir. Et il se trouve qu'il y a une section compétition qui, elle, du coup, fait appel probablement à des problématiques de préparation physique aussi, mais en soi, intrinsèquement, le CrossFit n'est pas de la préparation physique. Et une des cordes qui manque, justement, c'est effectivement le travail à basse intensité, sur des volumes plus importants. Voilà, l'intervalle training, même si c'est le meilleur fat burner, même si c'est probablement le truc le plus efficace pour développer VO2 max, etc., n'empêche qu'à un moment donné, si on veut passer des caps en termes d'endurance globale, même eux d'ailleurs, je donne un conseil aux crossfitters, à un moment donné, si vous sentez que vous plafonnez au niveau récupération et au niveau qualité d'effort, eh ben, rappelez-vous que pour épaissir le myocarde, développer la force du ventricule gauche, le volume d'éjection systolique, le volume plasmatique, tout un tas d'adaptations centrales à l'entraînement, des adaptations physiologiques centrales à l'entraînement, il va falloir repasser par un travail à faible volume, à faible intensité et à grand volume. C'est ce qui va vous permettre peut-être de passer un cap à un moment donné. Et pour compléter, n'oublions pas le système nerveux autonome, la stimulation du système nerveux parasympathique, tout le système nerveux qui va aider à la récupération. Et ben, ce n'est pas en faisant l'intervalle training à fond les ballons qu'on va le stimuler. Hein. Il y a aussi la récupération, ça fait partie de la progression. Et le système nerveux autonome, sa branche parasympathique, elle est stimulée par exemple sur un footing. Ce n'est pas parce que l'intervalle training c'est le meilleur fat burner qu'il faut en faire tous les jours, sinon il va vous arriver des bricoles et principalement vous allez être dominant dans le système nerveux orthosympathique et le parasympathique sera sous-sollicité, ce qui sera un problème aussi. Dernier petit bémol, s'il faut en donner un, c'est que les crossfitters sont fâchés avec les machines. Ils ont poussé le fonctionnalisme à son paroxysme. D'ailleurs, il n'y a pas que tout le courant d'entraînement fonctionnel au sens large. Mais qui découle du crossfit. Qui est très influencé. Voilà, une machine, dans mes plans d'entraînement, les mouvements monoarticulaires et les machines représentent 30% de mon volume de travail. C'est-à-dire sur 10 exercices, je peux en mettre 3 qui sont... mes athlètes font de la presse à cuisse. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais 3 séances sur le membre inf par semaine dans un sport sur le membre inf, et ben, à un moment, tu es bien content de soulager ta colonne en faisant de la presse à cuisse. Donc on ne peut pas s'asseoir sur les machines. Hein. Je vous dis 30%. D'une part. D'autre part, parce qu'à un moment donné, quand on veut vraiment développer de la puissance analytique, il faut parfois pouvoir vraiment lâcher les watts. Et du coup, le travail avec machine ou avec élastique ou avec une forme de contrôle de la charge au niveau des trajectoires, ça permet d'aller plus loin dans l'intensité pure et dure, donc dans la pente d'installation de la force, dans le RFD. Parce qu'aussi, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons.
Donc si vous stagnez à un moment donné sur vos squats, c'est peut-être qu'il va falloir localiser un petit peu le travail sur les fessiers, peut-être. Et le mouvement monoarticulaire, ce n'est pas sale. Non. Si tu as isolé le maillon le plus faible de ta chaîne, c'est compliqué de le choper en polyarticulaire. Ouais. À un moment donné, tu as isolé le maillon faible, tu le fais grimper grâce à des mouvements monoarticulaires, tu aides à ce que le maillon faible soit le moins faible possible. Et puis tu le réintègres après dans une chaîne musculaire. Et puis qu'est-ce que c'est que le travail fonctionnel? On est tout le temps en train de dire le travail fonctionnel ci, ça, ok, travail en chaîne. Souvent, on se cache derrière ça. Si vous avez vu l'art du mouvement, j'explique assez précisément les différentes chaînes, notamment les chaînes de Myers. Et on raisonne beaucoup sur les chaînes fonctionnelles. Du coup, l'entraînement fonctionnel, en gros, c'est du travail d'ensemble qui va du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, en passant, si possible, à un moment donné, par un travail de rotation. Comme ça, on active ce qu'on appelle les chaînes fonctionnelles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les chaînes des bras, chaînes antérieures, chaînes postérieures des bras, profondes et superficielles. Et du coup, j'aime bien l'exemple que tu prends de temps en temps, Olive, je vais le reprendre à mon compte. À un moment donné, un biceps curl, d'une certaine manière, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel parce que ça repose sur une chaîne. Et puis la nature nous a permis de faire une flexion du coude. Parce qu'on dit, le corps n'est pas fait pour... Comment le corps n'est pas fait? Déjà, qui l'a inventé, hein? Si l'inventeur du corps est présent, qu'il se manifeste et qu'il nous dise pourquoi le corps n'est pas fait pour. Moi, quand je fais une flexion du coude, je n'ai pas le sentiment de faire un sacrilège biomécanique. C'est ça. Et notamment quand on veut trimballer un cajot de patates. Un cajot de patates, par exemple, ça marche aussi avec une caisse de champagne. Oui. C'est fonctionnel. Tu peux le changer en fonction de... C'est fonctionnel. Donc plus sérieusement, ça représente les polyarticulaires représentent la majorité de notre travail, c'est évident. Bien sûr, on caricature, on plaisante. Mais s'asseoir sur le monoarticulaire, s'asseoir sur les machines, c'est se priver d'outils, tout simplement, quoi. Voilà. Mais bon, c'est une logique, comme les haltérophiles font presque pas de machine non plus. Non. C'est une logique d'activité, mais comme les tennisman loisirs font pas de musculation. C'est là qu'on tombe dans la préparation physique. Ce complément-là, pour moi, pour les crossfitters, c'est la partie où on va justement chercher à les transcender, à en faire de meilleurs athlètes. On va aller chercher filling the gaps. On va chercher à systématiquement réduire les derniers petits espaces qui restent dans leur performance pour leur faire passer des caps. Merci Olive d'être venu, c'est super sympa. En plus, c'est des thèmes toujours passionnants. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur les différentes plateformes de streaming et sur les plateformes podcast. Vous les connaissez mieux que moi, iTunes, Spotify, Deezer, Google, on est partout. Vous pouvez aussi nous suivre et nous voir sur YouTube, évidemment sur mon site web. Abonnez-vous, soutenez-nous, tout ça est gratuit. On l'a dit, Reebok n'est pas encore dans nos partenaires. Donc suivez-nous, partagez, c'est nous aider. À très bientôt. Merci Olive.